Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue sur ce plateau de François, comme vous le voyez, avec aujourd'hui un invité tout à fait exceptionnel et une interview exceptionnelle. C'est un véritable document que François vous offre aujourd'hui. L'invitation d'un homme qui aujourd'hui défraie la chronique, il est parti de rien, il est arrivé à tout. Aujourd'hui, l'un des hommes, je pense, les plus illustres en France, l'un des hommes les plus reconnus en France, en tout cas dans son milieu, qui est celui de l'art, il nous en parlera tout à l'heure, l'un des hommes qui également est devenu sûrement l'un des plus riches de France. Riche peut-être de par sa fortune et surtout riche de par son cœur. Il va nous le confirmer dans un instant. Cela prouve, et cette émission va le prouver pendant 25 minutes, qu'on ne peut partir de rien et qu'on peut arriver à tout. C'est ça l'enseignement de cette émission. C'est une émission que vraiment je vous conseille de faire voir à tous vos jeunes qui vous entourent parce que c'est un signe qu'on peut vraiment dans la vie se transcender pour arriver tout en haut de l'affiche. Hervé Odermatt, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez écrit ce livre, Le Chinois, qui est une autobiographie, un livre qui marche déjà très très bien puisqu'il y a une réédition en cours. Alors, je disais en introduction, vous êtes en quelque sorte un véritable héros de roman. C'est ce que l'on dit. Alors, ce que l'on dit, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que toutes ces histoires que j'ai vécues extraordinaires, je m'en suis jamais rendu compte. C'est comme si un tapis se déroulait et les événements se passaient comme ça. J'en étais pas maître. Tout ça m'est tombé. Et comme je dis, j'y vois la main de Dieu. Alors, vous êtes un self-made man par excellence. Absolument. Vous êtes construit par vous-même. Absolument. C'est-à-dire qu'on peut résumer en quelques mots. Votre père vous abandonne à l'âge de 5 ans et votre mère ensuite vous confie dans les familles d'accueil. Dans des familles d'accueil où vous avez, on l'a lu dans le livre, beaucoup d'amour. L'amour, finalement, c'est le tout. C'est l'amour qui a fait votre succès. C'est l'amour qui a créé votre existence. C'est l'amour qui vous a façonné. Absolument. Voyez-vous, là, c'était une famille très pauvre. Ils avaient 6 enfants et ils m'ont accueilli comme un des leurs. Et je dis, dans la pauvreté, on peut être heureux. Et comme on peut être très malheureux dans la richesse. Et justement, il ne faut pas confondre pauvreté et misère. Alors vous avez rencontré, on peut le dire, tout le gratin de ce monde d'aujourd'hui, allant bien entendu de Mitterrand, en passant par Chirac, en passant par Castro, en passant par les acteurs de cinéma comme Alain Delon, toutes ces personnes que vous avez vraiment très bien connues. Vous avez très bien connu également les Pinault et tout le reste. Et de ces gens-là, en fait, qu'est-ce que vous en retenez comme expérience de passage? C'est très varié. Bon, ma relation avec Mitterrand a quand même été pas très... j'ai voté pour lui, je l'ai regretté, mais avec Mitterrand, je ne peux pas parler que j'ai une... Et alors, avec Chirac, comme on verra dans le livre, j'ai une vraie relation avec lui qui s'est rompue, par un moment. J'ai surtout une relation exceptionnelle avec Jacques Chaban-Delmas, avec le projet de la Nos-Société. S'il avait été élu, j'aurais été du gouvernement dans une section qui se serait appelée Justice et Société. J'ai travaillé avec Delors et Nora, enfin tout ça. Et donc... et Castro également, vous l'avez vu. Castro, non seulement je l'ai connu, mais j'ai passé 2 mois avec lui. Et j'aurais pu passer 6 mois si je n'avais pas été plus ou moins engagé avec Claire qui est devenue ma femme. Alors Castro, comme je le dis, contrairement à ce qu'on peut lire, pour moi c'est un héros, c'est un type formidable. On en ressort une leçon de vie, d'expérience, de connaissance. Enfin, par exemple avec Castro, bon, moi j'y étais, je l'ai rencontré dès que la première rencontre, ça a été le coup de foudre. Et j'ai même, moi, le petit garçon là, de la ferme, c'est moi qui ai fait venir du Canada un des plus grands juristes pour qu'il dresse tout son cadre juridique pour les procès qu'il allait faire, etc. Et si moi, j'ai une grande admiration pour Castro et je ne suis pas été la seule à le partager, cette admiration. Alors c'est vrai que de votre parcours, vous êtes resté aujourd'hui très humble et pourtant il y a de quoi vraiment avoir une haute idée de soi. Ben non. Cette humilité, vous la tenez d'où et vous la cultivez comment? Je la cultive
Tous les jours, je prie pour ça, d'avoir davantage d'humilité, davantage de patience, davantage de douceur. Eh ben, l'humilité, là, c'est vraiment depuis 58 ans ma relation que je peux avoir avec le Seigneur. Alors c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai que vous êtes un homme qui avait évolué beaucoup dans le milieu de l'art, c'est ce qui a forgé votre réputation, c'est ce qui a fait également une partie de votre fortune. Vous étiez considéré du reste par les plus grands comme étant le meilleur marchand d'art au monde. Pas le marchand d'art, le meilleur vendeur. Vendeur. Oui, Daniel Wildenstein, dans son livre Marchand de tableaux, me classe parmi les 13 grands marchands du siècle. Alors, je l'ai appelé pour le remercier et il m'a invité à déjeuner. Et j'ai dit à Daniel, écoutez, je suis très flatté, mais quand même, il y a d'autres gens qui ont été des plus grands marchands que moi. Et c'était vrai, ils avaient vendu plus de tableaux, ils avaient une surface beaucoup plus importante que la mienne. Et il m'a répondu avec sa manière froide, il me dit, je ne les ai pas mis pour une raison d'éthique. Alors c'est vrai que ça a été pour moi un point d'honneur, que je n'ai eu qu'une parole, que je n'ai eu une éthique, enfin, etc. Et que ces deux personnes en question ne respectaient pas beaucoup l'éthique. Alors, qu'est-ce qui a fait justement votre force dans ce milieu si particulier? Eh bien, c'est ça que j'avais une parole. Est-ce que vous avez un troisième œil? On parle beaucoup de troisième œil. Alors que j'explique pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'art? C'est la plus grande expression d'émotion qui soit. Et donc, cette émotion, je l'ai emmagasinée dans mon enfance, qui a été d'être différent. J'ai commencé à travailler, à nettoyer les écuries à 7 ans, les émotions, les moissons, les vendanges, tout ça, les différentes saisons. La première émotion que j'ai eue, c'est quand j'étais bottier, j'ai un voisin qui était un grand marchand qui m'a commandé une paire de chaussures en croco pour sa femme. Je vais les livrer. Je n'étais jamais rentré dans une galerie, dans un musée. Qu'est-ce que je vois sur le mur? Un tableau. Et là, il y avait un âne, il y avait une vache, il y avait un mec avec une besace, il y avait un petit village, enfin, etc. Et j'ai dit, combien ça vaut, ça? Il me dit 250 000 francs. Et c'était ce qu'il me devait pour le sac en croco et la paire de chaussures en croco que je lui avais. Eh bien, j'ai dit, je le prends. Eh bien, c'était un Chagall de l'époque russe. Parce que ça me parle, on m'aurait montré les joueurs de cartes de Cézanne, je les achetais tout de suite. Et cette émotion-là, vous l'avez entretenue au fil du temps? Ah ben, elle s'est développée de plus en plus. Ça a été là-bas. Pour moi, ma vie, je dois dire, est basée sur des émotions fortes. Alors c'est vrai que la religion a joué un rôle essentiel dans votre vie, en tout cas la deuxième partie de vie, à partir de votre conversion. C'est vrai que vous bouffiez du curé, comme vous le dites dans votre livre, quand vous étiez jeune. Et puis vous avez eu donc cette conversion très forte qui a fait de vous, quelque part, un autre homme. Un homme nouveau, c'est ce que j'appelle un homme nouveau. Et quand j'étais dans le dernier chapitre, je dis le chapitre le plus important de ce livre, c'est ma conversion. C'est pas tout le reste qui est formidable, mais ce qui est vraiment, c'est ma conversion et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis plein de projets, hein, entre autres les maisons à Madagascar, pour sortir les enfants. Exactement, parce qu'il faut le dire, hein, vraiment tous les bénéfices, je dirais, de ce livre iront directement à votre fondation à Madagascar. Bien sûr. Et non seulement, elle a quel but cette fondation? Eh bien, elle sort les... Alors là, je viens d'inaugurer 4 maisons, les dernières, le 3 juillet dernier. Alors, elles sortent les garçons, les filles, de la drogue, de la rue, de la prostitution et de la misère. Et on les garde pendant 2 ans. On leur donne une formation, on les reconstruit physiquement, spirituellement, psychiquement, et on les forme à 5 métiers très bien payés. Et au bout de 2 ans, eh ben, elles peuvent aller absolument s'insérer dans la vie, etc. Vous comprenez? Alors quand on a, comme vous, 94 ans aujourd'hui, et que vous voyez ce spectacle véritablement de désolation à la télévision tous les jours, vous en pensez quoi de cette crise de la Covid aujourd'hui? Eh bien, qu'est-ce que j'en pense?
je ne peux que la subir, c'est tout, hein. Je ne peux que la subir. C'est pas nouveau, ça. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient atteints. La peste de La Fontaine. Donc ça date pas d'hier, et pour vous, il n'y a aucune nouveauté dans ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Mais quand même, vous n'avez jamais connu, en tout cas l'histoire de l'humanité n'a jamais connu de tel confinement, de tel couvre-feu aussi longtemps, aussi puissamment. Oui, mais alors je trouve parfois, mais ça je suis mal placé pour ça, mais je pense parfois qu'on exagère, hein, qu'il y a des commerces, par exemple, entre autres, quand on l'a dit dans l'église, à la messe 30 personnes. Je trouve ça tout à fait ridicule quand on voit les gens au théâtre, dans beaucoup de choses, ou même dans les restaurants, en tenant la dimension, etc., en respectant certaines règles. Je trouve que de ce côté-là, mais je ne suis pas quand même à même pour juger. Juste peut-être un dernier mot au niveau politique. On sait que vous auriez été prêt, vous, Hervé, à soutenir le général De Villiers dans sa campagne. Vous pensez qu'aujourd'hui, véritablement, au pouvoir, il faut un militaire en France ? Ouais, il faut un homme. Alors, je crois qu'il faut un homme. Et quand même, regardez les Jeanne d'Arc et De Gaulle, cette petite bergère est devenue un militaire, un grand chef de guerre. Le général De Gaulle, bien entendu. Et moi, je crois justement qu'il faut un homme comme le général De Villiers, qui a l'expérience du combat, qui a la droiture, qui a ce que j'appelle, qui n'est pas un politicien, hein. Et donc, c'est pour ça que je dois en principe le rencontrer, parce qu'il m'a envoyé un petit mot en me disant qu'il n'était pas partant, etc., mais qu'il servirait de conseiller. Alors moi, quand il aura lu mon livre, je lui dirai, mais mon général, vous allez être le conseiller de qui, hein? Merci beaucoup en tous les cas d'être venu sur ce plateau de François, répondre à toutes nos questions. Merci Hervé, et longue vie à vous. Et je suis très heureux de redécouvrir François, qui a été dans ma jeunesse un drapeau. Oui, c'est vrai que c'est un titre qui a une notoriété folle. Absolument. Et qui s'est lancé notamment en 1941 pendant la Résistance. Donc déjà à l'époque, il était question de résistance. Là, Monsieur Lazarev, que j'ai eu le bonheur de connaître, qui était un homme extraordinaire. Merci beaucoup à vous d'être venu, Hervé. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.